Le chapitre 1, la formation de la Fédération canadienne, commençait en 1840. Dès 1840, on a vu la première constitution. Suivant les recommandations du rapport de Lord Durham en 1839, le Haut et le Bas-Canada seront donc unis pour former un seul et unique territoire, c'est-à-dire la province du Canada. On avait un but ici en particulier, c'était l'assimilation des Canadiens français. Alors, en mettant un seul territoire, on est capable de mettre en minorité les Canadiens français. On fera la même chose au niveau politique. Si on regarde ici l'organisation politique, on remarque qu'il y a certains éléments de continuité, par exemple la couronne britannique, le gouverneur général, le conseil exécutif, conseil législatif nommé par le gouverneur général. Mais si on regarde au niveau de l'Assemblée, on est rendu avec une seule Assemblée législative avec 42 députés d'un côté, 42 députés de l'autre. Ce que ça va faire, c'est qu'évidemment, on est capable d'aller chercher une majorité des Anglais. Et bien, c'était d'ailleurs un des objectifs de la Guillaume. Il n'y a pas encore de gouvernement responsable, donc de responsabilité ministérielle. La dette des deux Canada est fusionnée et l'anglais devient la seule langue officielle. Dans les années qui vont suivre, on va voir l'Alliance réformiste se former. L'Alliance réformiste, c'est qui? C'est Baldwin et Lafontaine. On pourrait aussi appeler ça l'Alliance Baldwin-Lafontaine. Leur objectif, obtenir la majorité à la Chambre d'Assemblée pour donner plus de poids politique à leurs revendications. Ils vont d'ailleurs faire plusieurs réalisations dans les années qui vont suivre, la loi accordant l'amnistie aux patriotes, la loi sur l'indemnisation des victimes des rébellions, le rétablissement du français à la Chambre d'Assemblée et, un gros morceau, l'obtention du gouvernement responsable en 1848. C'est donc de dire qu'à partir de 1848, il y a un changement important. Le gouvernement nomme maintenant son propre conseil exécutif, c'est-à-dire que la Chambre d'Assemblée envoie ses députés au conseil exécutif. Ce que ça fait, c'est que le gouvernement ne nomme plus les membres du conseil exécutif parce qu'ils sont choisis parmi les députés. Ensuite de ça, le conseil exécutif qui propose des projets de loi à la Chambre d'Assemblée et qui applique les lois est maintenant responsable de ses décisions devant la Chambre d'Assemblée. En d'autres mots, c'est un événement clé pour la démocratie du gouvernement puisque la Chambre d'Assemblée a maintenant beaucoup plus de pouvoir démocratique qu'elle en avait avant. Dans les années qui vont suivre, on va vivre plusieurs problèmes qui vont d'ailleurs mener vers la décision d'unifier les provinces. D'abord, la politique, au niveau politique, il y a une instabilité ministérielle qui est super importante. Pourquoi il y a une instabilité ministérielle? À l'époque, il y a un biparti, c'est-à-dire qu'il y a deux partis politiques qui existent, par exemple, dans le Bas-Canada et deux partis qui existent dans l'ancien Haut-Canada. Donc, on comprend que le Bas-Canada est du côté de l'Est et le Haut-Canada est du côté de l'Ouest de la province du Canada. Lorsque le Parti bleu gagne, par exemple, à l'Ouest, le Parti rouge gagne à l'Est. Et un rouge et un bleu ne s'entendent pas très bien. Ce que ça fait, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à prendre des décisions, ce qui crée de l'instabilité ministérielle. Deuxième élément, il faut nommer absolument l'abandon de la politique protectionnisme britannique. Politique protectionniste britannique, l'économie coloniale était protégée par le protectionnisme britannique, c'est-à-dire qu'on s'échangeait entre colonies, on avait certains tarifs préférentiels et la Grande-Bretagne va abandonner ces tarifs préférentiels pour adopter le libre-échange. Il y a donc un changement important. Le Canada va donc se retrouver dans un marché libre-échange à devenir et à chercher en fait des acheteurs, des compétiteurs aussi, va se retrouver dans cette compétition-là où il y aura malheureusement quelques difficultés. Dans les années qui vont suivre, le Canada va d'ailleurs décider de signer le traité de réciprocité avec les États-Unis qui prend fin en 1866. Le traité de réciprocité, c'est quoi? C'est une entente réciproque économique entre la province du Canada et les États-Unis où les deux côtés, les deux parties vont être gagnant-gagnant. Lorsque ça prend fin en 1866, le Canada se retrouve donc sans partenaire économique important, ce qui pose un problème économique. Au niveau territorial, il y a quand même certains problèmes territoriaux. Le premier, c'est que l'Ouest n'est pas habité et le deuxième, c'est la conquête de l'Ouest par les Américains. Cette conquête de l'Ouest-là s'en vient, arrive, on voit les Américains de plus en plus s'étendre et on se met de plus en plus à craindre à perdre la terre qui est à l'ouest de la colonie britannique, qui est à l'ouest de la province du Canada. On commence de plus en plus aussi à penser à la nécessité d'avoir notre propre armée pour se défendre en cas d'invasion américaine. C'est donc de là que va naître la solution. S'unir pour créer un vaste ensemble économique. Alors, on répond aussi aux problèmes économiques. Pour mieux s'organiser et se défendre militairement, on répond aux besoins de l'armée et aux besoins aussi où l'on voit les Américains s'étendre vers l'Ouest et aux besoins aussi politiques d'instabilité
en se disant qu'on pourrait créer une fédération. Cette grande coalition-là, John A. Macdonald, George Etten Cartier, George Brown en sont les 3 personnages historiques principaux. Ces 3 hommes-là vont d'ailleurs être à la tête de plusieurs conférences qui seront organisées dans les prochaines années, qui m'amènent à vous parler de l'avenir, de ce qui s'en vient vers l'AANB, la Constitution de 1867. On va d'abord commencer cette conférence-là à Charlottetown. Alors, on s'en va à Charlottetown dans les Maritimes en 1864. On s'en va essayer de convaincre les Maritimes de se joindre à nous. On tente de convaincre les Maritimes. C'est difficile. Par contre, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse sont assez ouverts. On va s'entendre sur les principes d'une union fédérale. À Québec, en 1864, on accepte officiellement la fédération. Qu'est-ce que c'est une fédération? Bien, c'est un gouvernement où le fédéral possède les pouvoirs les plus importants et domine les provinces. Donc, c'est un palier fédéral et un palier provincial. Et le palier fédéral a plus de pouvoir que le palier provincial. C'est donc un partage de pouvoir et de compétences. On va y arriver dans quelques minutes. On va terminer avec la conférence de Londres en décembre 1966, où à partir des 72 résolutions qu'on va avoir adoptées pendant la conférence de Québec, on va déposer un projet de loi officiel qui va nous mener à l'Acte d'Amérique du Nord britannique de 1867. Changement important, avant 1867, c'est la province du Canada. Après 1867, on va appeler ça le Dominion du Canada. Les 4 premières provinces fondatrices seront l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. On est en présence d'une monarchie constitutionnelle. Je vais revenir dans 2 petites minutes avec l'organisation politique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'AANB est une constitution hyper importante pour le Canada parce qu'elle mettra la base de ce qu'on connaît aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une fédération. On est donc en présence de 2 paliers de gouvernement. Premier palier de gouvernement, on va parler du gouvernement fédéral. Deuxième palier, provincial. Il y a donc un gouvernement dans chacune des provinces et un gouvernement fédéral fort qui agit et qui a du pouvoir sur toutes les provinces. Au niveau du partage des pouvoirs, si on regarde, l'argent, les banques, c'est le gouvernement fédéral, hein, c'est la monnaie canadienne, c'est la Banque du Canada. Défense et armée, c'est l'armée canadienne. Service postal, c'est Post Canada. Le droit criminel, il est applicable partout sur le territoire canadien. Les Premières Nations, c'est un pouvoir fédéral. Pouvoir résiduaire et droit de désaveu, c'est aussi fédéral. Et ça, on va y revenir parce qu'il y a un certain premier ministre qui va utiliser beaucoup son droit de désaveu. Je ne dirai pas son nom tout de suite, on va garder ce suspense pour la fin. Gouvernement provincial, la santé, l'éducation, les ressources naturelles, le droit civil, les villes, les municipalités, c'est quand même des éléments aussi, des compétences importantes là, pour les gouvernements provinciaux. Il y a des compétences partagées, par exemple l'agriculture, l'immigration et les revenus. Maintenant, dans les premières années, on va malheureusement vivre les rébellions. 2 rébellions vont d'ailleurs se passer dans ces années-là, 2 rébellions assez importantes. On va d'abord parler du premier rébellion. Les rébellions des Métis. C'est qui les Métis? Ce sont des populations qui vivent dans l'Ouest canadien. Ces populations-là sont établies quand même depuis plusieurs années. Ils vivent de chasse aux bisons, d'agriculture. Et de plus en plus, les Métis voient les colons arriver, les arpenteurs géomètres arriver aussi et le désir de construction du chemin de fer sur leur terre, comme on peut le voir ici là, sur l'image de gauche. Ils craignent donc de perdre leur territoire, de perdre leur mode de vie et évidemment, ça vient avec la perte de leur culture. Ils vont donc décider de créer un gouvernement provisoire. C'est ce qui se passe en 1869 à Rivière-Rouge. En 1869, on va décider de créer un gouvernement provisoire pour négocier avec le fédéral certaines technicalités, surtout par rapport aux terres, à la protection de leur mode de vie, leur territoire. Ça va mener vers la création du Manitoba. Alors, il y a quand même une conséquence assez importante ici, la création d'une province canadienne. Aux rébellions du Nord-Ouest en 1885, encore une fois, arrivée massive de colons, prolongement du chemin de fer, les Métis voient ça, décident de défendre leur terre et il y a rébellion à Batouche. Le fédéral va décider d'intervenir en envoyant l'armée et au final, c'est Louis Riel, le chef des Métis, qui sera arrêté, jugé et exécuté. On va aussi parler des Premières Nations. Les Premières Nations, évidemment, vont aussi vivre des conséquences culturelles, des conséquences territoriales de l'expansion dans l'Ouest.
Si on pense aux conséquences culturelles, on va penser aux réserves, aux missions catholiques protestantes, premier pensionnat aussi. Donc, le fédéral visait l'assimilation des Autochtones, ce qui va amener la disparition de leur mode de vie et de leur culture. Pour ce qui est des conséquences territoriales, on va penser aux traités numérotés, à l'arrivée de colons, à la construction de chemins de fer, création de réserves. Les Autochtones doivent donc s'établir toujours plus vers l'ouest et perdre de plus en plus leur territoire. Par la suite, on voit la première phase industrielle. 1850-1896, premier élément clé pour la première phase industrielle. Source d'énergie, charbon, vapeur. Secteur de l'alimentation, très important. Textile, cuir, fer, acier, le bois aussi. Les capitaux sont majoritairement en provenance britannique et c'est un capitalisme industriel, c'est-à-dire un capitalisme où seulement quelques hommes industriels possèdent le capital et veulent faire le capital en continu. Et c'est principalement les grandes agglomérations urbaines qui vont se développer, comme la ville de Montréal. On va voir à Montréal, par exemple, des quartiers ouvriers, des quartiers bourgeois. Les conditions de vie dans les quartiers ouvriers sont beaucoup plus difficiles, alors que dans les quartiers bourgeois, les conditions de vie sont beaucoup plus faciles, que ce soit seulement là, par la création d'espaces verts, ce qui est assez rare dans les quartiers ouvriers. Ça m'amène à parler des premières lois ouvrières. Si les conditions de vie pour les ouvriers étaient plus difficiles, les conditions de travail l'en étaient tout autant. On va parler de salaire bas, de 60 à 72 heures semaine, du travail des femmes, des enfants, c'est peu sécuritaire, il y a peu ou pas de protection sociale aussi, et ça nous mène vers la création des premiers syndicats. Création des premiers syndicats, c'est un événement, en fait, hyper important parce que les ouvriers vont se regrouper entre eux, ce qui va donner plus de poids à leurs revendications, vont être capables de faire des actions pour influencer l'État qui mettra des lois sur les ouvriers dans les prochaines années. Le développement des villes m'amène aussi à vous parler des mouvements de population. Alors, il y a des mouvements de population, évidemment, hyper importants à l'époque. On va commencer avec l'exode rural. L'exode rural, c'est causé par une surpopulation dans les campagnes, la succession des moissons, aussi les terres qui deviennent en fait de moins en moins fertiles avec la succession des moissons, des fois les conditions climatiques difficiles aussi. Alors, les gens décident de quitter vers la ville ou vers les États-Unis. Quitter vers les États-Unis, c'est quitter vers le Maine, le Massachusetts, le Vermont pour aller travailler dans des industries américaines. Et lorsque l'Église voit ça, elle va proposer un programme. Le programme sera remis dans les mains de nul autre que le curé Labelle. Le curé Labelle, grand représentant de l'Église avec son programme de colonisation agricole qui va ouvrir d'ailleurs des régions agricoles comme les Laurentides, l'Outaouais, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean à l'époque. Ce qu'il va vouloir faire, c'est collaborer avec le gouvernement pour créer un programme de colonisation agricole pour mettre frein à l'exode vers les États-Unis. Pour ce qui est de l'immigration, on connaît aussi une immigration qui s'intensifie de plus en plus en provenance du Royaume-Uni et de l'Irlande aussi. En Irlande, c'est la grande famine à l'époque, ce qui vient expliquer pourquoi beaucoup d'Irlandais se sont établis dans le Dominion du Canada à l'époque. Parlant de l'Église, on va prendre le temps de démystifier les deux mouvements de pensée qui sont contraires par rapport à l'Église à l'époque. On va commencer avec le mouvement de pensée qui appuie que l'Église est ultra importante, petit jeu de mots pour s'en rappeler, l'ultramontanisme, qui est représenté par Monseigneur Ignace Bourget. Pour l'ultramontanisme, l'Église catholique doit prédominer sur tous les plans, elle doit être présente dans toutes les sphères de la société et l'autorité absolue du pape doit primer même sur les États et la politique. Évidemment, des gens s'opposent à ça. L'idéologie, le mouvement de pensée qui s'oppose à l'idéologie de l'ultramontanisme, c'est l'anticléricalisme. On va passer à l'Institut canadien de Montréal, au journal L'Avenir, aux lettres sur le Canada, et ça prône évidemment la séparation de l'Église et de l'État. Pour eux, le clergé ne doit pas s'ingérer dans les autres sphères que la vie religieuse. Autre courant de pensée qu'on a vu, c'est le nationalisme de survivance. Ici, j'amène votre attention, survivance, survie. Alors, c'est un nationalisme qui vise à protéger l'identité canadienne-française pour éviter l'assimilation anglophone, par exemple, protestante. On vise à protéger la foi catholique, la langue française, le mode de vie traditionnel axé sur l'agriculture, évidemment, et l'autorité du père est très importante. Au niveau de la littérature et de la peinture, on va voir de la littérature patriotique basée sur le nationalisme de survivance. On regarde aussi le paysage hivernal. On peut penser aussi à l'École littéraire de Montréal. Maintenant, on va terminer en fait avec certains éléments par aspect. Alors, on va commencer par parler de l'aspect économique.
Dans ces années-là, John A. Macdonald va mettre en place une politique nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise économique et que ça ne va pas nécessairement bien dans le Dominion du Canada. John A. Macdonald va vouloir relancer l'économie, va vouloir encourager les entreprises canadiennes, alors les aider à repartir leur production, va vouloir aussi augmenter la production industrielle. Tout ça pour répondre à la crise économique, à la concurrence américaine et à la baisse des prix des matières premières. Il y a 3 volets à la politique nationale. On va commencer avec le premier, l'augmentation des frais de douane. On va vouloir appliquer une politique protectionniste en augmentant les frais de douane, ce qui va amener, par exemple, les Canadiens à acheter des produits canadiens. Donc, acheter local deviendrait moins coûteux qu'acheter à l'étranger. Et en même temps, en achetant local, on va augmenter aussi la production industrielle canadienne. L'expansion du réseau ferroviaire, donc relier les provinces entre elles pour augmenter les échanges économiques en construisant évidemment, et là, ça m'amène à parler de ce volet-là, le transcontinental, par exemple, qui est complété en 1885. Alors ici, on veut relier les provinces pour créer le marché intérieur. On termine avec la colonisation de l'Ouest, donc avec l'immigration. On veut attirer l'immigration dans l'Ouest. On veut aussi, on va miser en fait sur la production de blé qui va constituer aussi un marché pour vendre certains produits. Donc, ça deviendra aussi des acheteurs, évidemment, là, lorsqu'ils arriveront dans le Dominion du Canada. Ça m'amène à vous parler du deuxième aspect, deuxième volet, le volet territorial. Alors, il y a aussi une expansion territoriale dans ces années-là. On va penser au territoire du Nord-Ouest en 69-70, au Manitoba en 1870, colonie britannique 1871, 1873, l'île du Prince-Édouard. On termine maintenant avec un aspect politique, la première conférence interprovinciale. Macdonald utilise énormément son droit de désaveu à l'époque. Le fédéral détient presque tous les pouvoirs, mais il y a quand même certains champs de compétences à respecter. Rappelez-vous, la ANB a un partage de compétences. Il intervient dans les compétences provinciales, ce qui déplaît à certains, dont Honoré Mercier. Mercier revendique d'ailleurs beaucoup l'autonomie des provinces et va convoquer la première conférence interprovinciale en 1887. Les provinces vont donc demander au fédéral de respecter leur champ de compétences et des jugements vont accorder plus d'autonomie aux provinces et vont limiter l'utilisation du droit de désaveu dont John A. Macdonald a usé à plusieurs reprises à l'époque. Alors, c'est sur ça que la révision du chapitre 1 s'arrête. Bonne étude!